Et puis, on va démarrer. Donc, on est là ensemble pendant 1 heure avec Marina. Je vous dis d'ores et déjà, je suis ravi de voir Marina et de faire ce regard croisé avec Marina. C'est la seule dame, j'ai l'impression, qui est similaire à un homme comme moi. Je trouve mon Je sais pas si c'est double. un compliment, mais je vais bien le prendre. Ah oui, prends-le. Je trouve mon double. Je trouve mon double. Et elle est passionnante, Marina. Elle me bluffe dans ses interventions. Elle me fait rire en formation. J'ai adoré bosser avec elle. C'est vraiment joyeux. Et puis les soirées après la formation, on rit, on va manger, on fait la fête et ça, c'est chouette. Et en même temps, on travaille parce que Marina, elle aime réfléchir. Donc, c'est très joyeux. C'est très joyeux de ce matin de pouvoir échanger avec elle. Et puis, je suis honoré au regard de son parcours. Je te remercie, Guillaume. Mais c'est moi qui suis honorée d'être invitée dans ce regard croisé. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Et donc, voilà, je me réjouis aussi. Je trouve que c'est un peu une fête. Donc, voilà. J'espère juste que mon Internet ne va pas me lâcher parce que j'ai un petit problème ce matin. Donc, j'annonce déjà, j'aurai peut-être. Mais voilà. Pour l'instant, ça marche très bien. On va surfer. Et si à un moment ça coupe et que c'est toi qui dois parler, je dirai des choses à ta place. D'accord? Je Aïe, aïe, parlerai aïe, bien. aïe. Je sais faire. Je vais savoir faire. Tu sais faire. Je sais faire, pas je peux faire, je sais Mais c'est ça. faire. Mais oui, oui, j'ai bien entendu. Allez, c'est parfait. Alors, on va démarrer. Ben, je te laisse peut-être lancer, Nadège, peut-être lancer le regard croisé, enregistrer à moins qu'il y ait déjà lancé, si tu veux. Merci, Sylvie. Oui, oui, merci Guillaume. Bonjour à tout le monde. Donc, en effet, là, je viens de lire sur le chat, c'est ce que je relève aussi. Marina, vous avez un accent. Donc, peut-être que vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un thème, pour ce regard croisé autour de l'angoisse et de l'anxiété. Et on reçoit Marina Blanchard, qui est psychologue, spécialiste en thérapie brève systémique et hypnose. Et on reçoit aussi Guillaume Poupard, docteur en psychopathologie, expert en thérapie brève solutionniste. Merci à tous les deux d'être là. Merci Guillaume encore de proposer ces échanges pour qu'on puisse avoir un autre regard aussi sur la thérapie. Marina, peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter, puis Guillaume en fera de même. Et ensuite, nous avons aussi noté pas mal de questions que vous avez postées sur le groupe de supervision. Donc, on essaiera de les balayer en fonction de l'échange. C'est parti. Merci, Nadège. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis belge. Donc voilà, comme mon accent le dit. Ceci dit, je trouve que Guillaume, il a vachement un accent aussi, mais bon, c'est pas le même que le mien, on est bien d'accord. Mais donc voilà, donc je suis belge, je suis effectivement psychologue. Je sais pas très bien quoi dire de plus. En fait, hein, j'ai lancé une structure de formation, donc comme Guillaume, Virage, qui existe depuis maintenant 12 ans. Presque 12 ans. Et donc, voilà, donc c'est le modèle de Palo Alto qu'on y enseigne. Donc, moi, c'est vraiment l'approche effectivement stratégique, systémique, stratégique, selon le modèle de Palo Alto. Donc, voilà, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Je pense qu'il y en a certains qui le connaissent très bien dans les noms que j'ai pu voir, et puis d'autres qui connaissent moins bien, mais on va en parler et c'est ça qui va faire tout l'intérêt, je pense, de l'échange. Voilà, Guillaume, je suis belge, alors je me présente beaucoup moins longtemps que les Français, donc je te laisse parler. Bon, alors, Guillaume Poupard, je suis docteur en psychopathologie, je dirige l'Institut Wainside et Way Outside. Donc, sur Wainside, notre travail, c'est surtout autour des thérapies brèves et de l'approche solutionniste expérientielle. Donc, j'ai créé en 2012 et de la thérapie mosaïque. On travaille autour de l'hypnose. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des processus, donc de la psychopathologie. Et c'est pour ça que je suis ravi de faire ce regard croisé, puisqu'on a des approches très similaires. Moi, je me sens, je ne sais pas si on peut dire cousin ou frère-sœur presque
dans le travail qui est fait avec Marina, et j'ai eu la chance de la rencontrer, on s'est croisés, on a partagé des moments de formation, et il y a cette richesse de regard avec quand même une différence d'approche, des spécificités d'approche, et c'est ce que j'avais envie qu'on partage et qu'on éclaire avec vous. Voilà. Eh Alors, ben, peut-être qu'on pourrait commencer ce regard croisé par les principales différences entre l'angoisse et l'anxiété. oui, ben, peut-être pour démarrer sur ça, ça veut dire que quand on parle de l'anxiété, on parle d'une sensation de malaise, une sensation d'inquiétude, on est pensé. Anxiété, c'est vraiment l'attente, c'est l'anticipation d'un danger réel ou imaginaire. Donc, on est vraiment à l'anxiété, on est tête. C'est quelque chose qui peut être bénin, qui peut être normal, parce que ça va nous permettre de planifier, d'organiser, mais ça peut devenir pathologique, et notamment si ça dure plus de 6 mois et si on est dans quelque chose d'irrationnel, d'excessif, alors on va aller vers quelque chose qui s'appelle un trouble anxieux généralisé, un TAG. Voilà. Et certaines personnes, on pourrait presque dire, elles ont une personnalité, on pourrait presque penser c'est une personnalité anxieuse. Voilà. Et la différence avec l'angoisse, c'est que dans l'angoisse, on est dans une manifestation physique. Il y a des signes physiques et à ce moment-là, on va parler de crise d'angoisse et ces symptômes physiques sont de type des sensations, des tremblements, des douleurs thoraciques, de la tachycardie, des vertiges. Et là, on a les signes de l'angoisse. Bon, on y reviendra un peu tout à l'heure, peut-être aussi par rapport aux approches. Mais moi, par rapport spécifiquement à la question de l'angoisse, c'est lié au fait d'être un être au monde. Tous les êtres au monde, quand ils arrivent au monde, ils sont sujets de l'angoisse. Et ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont gérer leur angoisse, comment ils vont gérer le fait d'être un être au monde, le fait que le monde ne se déroule pas comme ils le souhaitent. Oui, Voilà. moi j'ai rien à rajouter parce que j'ai le docteur en psychopatho devant moi et donc je l'écoute sur des thèmes aussi théoriques parce que nous c'est vrai qu'on va pas tellement caractériser les problématiques par là où les gens souffrent finalement, mais plutôt par comment ils s'en sortent ou comment ils s'en sortent pas surtout pour sortir de leur souffrance. Et donc nous ce qu'on va chercher c'est pas tellement de se dire voilà c'est plus dans la tête ou c'est plus dans le corps, mais on va plus se dire mais comment la personne essaye de sortir de son anxiété ou son angoisse et comment du coup on peut l'aider à faire autrement puisque ça marche pas en général quand ils viennent nous consulter c'est que ça fonctionne pas. Et donc, est-ce que tu dis que anxiété et angoisse, vous feriez pas de différence, c'est-à-dire vous pourriez, ce serait presque un mot commun, deux mots qui veulent dire la même chose, vous spécifieriez pas ça? Alors oui, en fait c'est un peu ça, c'est pas tout à fait. Oui, quelque part on fait pas de différence parce qu'on utilise les mots que le patient amène. Donc si le patient parle d'angoisse et qu'en fait quand il explique on se rend compte que c'est dans la tête, je vais pas lui, enfin voilà, je vais le laisser, on va parler des angoisses et je vais surtout chercher comment il va essayer de sortir de cette angoisse-là. Et s'il me parle d'anxiété et qu'en fait je me rends compte que ce sont des vraies crises d'angoisse telles que tu viens de les définir avec tous ces symptômes-là, je vais le laisser parler d'anxiété, je vais pas lui dire non, mais en fait, vous avez des crises d'angoisse, je vais laisser ça et je vais plutôt chercher à savoir comment il essaye de nouveau. Enfin, c'est vraiment notre logique, hein, c'est savoir toujours comment la personne essaie de s'en sortir, qui ne fonctionne pas. Et donc, le génie, évidemment, pour moi, des concepteurs de ce modèle de Palo Alto, des fondateurs, c'est de s'être dit, bah, puisque ce qu'ils font ne fonctionne pas et qu'on a une vision systémique, donc circulaire, on va leur proposer de faire l'inverse. Et donc, voilà, on est en permanence en train de chercher comment ils régulent. Et quand ils échouent, on va leur permettre de réguler autrement. Ok, même si vous ne l'utilisez pas au niveau du discours, vous ne reprenez pas les différences, tu distingues quand même quelque chose qui est de l'ordre de la tête, Oui, des oui, pensées, des cognitions, ce que la personne se dit, son tout à fait. discours interne, ses Oui. processus internes, pensée pour toi dans ton modèle, et puis donc processus interne pour moi, et les émotions. Ou les sensations, ou les... Oui, tout à fait. Oui.
Oui, oui, je distingue. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a l'angoisse ou l'anxiété peut se jouer, la peur, en fait, peut se jouer à des différents niveaux. Ça peut être mental ou ça peut être plus physiologique. Et voilà. Mais on va partir de ce que le patient nous amène finalement. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est intéressant, bien évidemment, de pouvoir, pour échanger avec des collègues, quand même avoir une notion de ce que c'est qu'une crise de panique ou ce que c'est pas. Donc ça, je pense que c'est important. Mais c'est plus, j'ai envie de dire, au niveau professionnel qu'au niveau, enfin plus en échange professionnel qu'au niveau clinique quand je travaille avec mon patient. Oui, Daniela disait, est-ce que en anxiété on est tête et angoisse on est corps? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Anxiété on est tête, angoisse on est corps. Là où ça me semble aussi intéressant, cette distinction, c'est qu'on peut se dire que l'anxiété sont vraiment toutes les stratégies, les protections, les stratégies les solutions qui sont mises en place, alors que l'angoisse, c'est vraiment le signal d'alarme. C'est vraiment l'indicateur que quelque chose se passe et qu'il y a du conflit interne, de la tension interne, de la désorganisation, qu'il y a de l'insatisfaction, qu'il y a une perte de l'homéostasie, une perte de l'équilibre. Et que l'anxiété, elle est plutôt tentative de solution, tentative de réorganisation pour faire que l'équilibre interne et somatique, voilà, s'apaise. Mais donc l'angoisse peut donner, dans ta définition, si je comprends bien, l'angoisse peut donner de l'anxiété, c'est-à-dire que le fait d'avoir des crises d'angoisse, tu commences à chercher quand même dans ta tête sur comment je peux m'en sortir. Dans le déroulé, on aurait en premier le fait d'être un être au monde, d'être un sujet au monde. La vie se déroule et se déroule pas nécessairement parce que n'arrive pas à l'endroit où on l'attend, le sein, parce que l'interaction n'est pas comme ça, parce que la mort est là aussi présente. Tout ça va faire que ça met cet état de fébrilité, d'impermanence, d'incertitude, de non-maîtrise. Ouais. Et ça fait ce vacillement interne. Et face à ce vacillement interne, qui est le signal que ça se passe pas comme dans l'Éden, à ce moment-là, il va y avoir tout un ensemble de stratégies, des stratégies cognitives, comportementales, qui vont faire que ça fasse apaisement dans le système. Mais quand la personne, elle sent dans son corps, de fait, elle va déclencher encore plus de pensées. Hein. Et inversement, le fait d'être dans l'anxiété permanente j'ai vu que quelqu'un, je pense que c'est Sylvie qui écrit, ça peut déclencher des crises de panique. Et effectivement, à un moment donné, les deux sont quand même, le corps et la tête sont liés pour notre bonheur ou pour notre malheur. Moi, je fais une différence parce que tu vois, tu évoques la crise de panique, mais là, c'est encore la question de la psychopatho. Dans les crises de panique, les attaques paniques, on est vraiment anidéique, il n'y a pas de pensée. C'est le corps qui se manifeste et qui rentre dans la crise. Alors que dans le trouble anxieux généralisé, c'est vraiment la séquence toujours plus grande, toujours plus amplifiée, toujours plus exponentielle de pensée. Cette séquence, ce film catastrophe, qui fait que ça va déclencher la crise, les manifestations somatiques. Donc, il y en a un, il est bref, il est immédiat et il est anidéique, et l'autre, il est idéique. Il y a pas oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui amène des traitements, on le verra ensemble, mais je pense que ça amène au moins, pour moi, dans mon approche, ça amène des prises en charge différentes. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, bien évidemment. Il y a Alexia, peut-être c'est pour toi, ça, Marina, je ne sais pas, mais parce qu'elle utilise un mot qu'elle tient. Alexia, elle dit, peut-on dire que l'anxiété pourrait être une somme de stratégies d'évitement? Alors, c'est pour toi et c'est pour moi en même temps, hein, parce que l'idée, c'est que dans ces pensées, effectivement, de l'anxiété, alors il n'y a pas que de l'évitement, ça peut être de l'anticipation, ça peut être du contrôle. Je pense que c'est pas que de l'évitement. Enfin, moi, il me semble et c'est justement là qu'on doit aller creuser. Enfin, pour moi, c'est comment les gens pensent, qu'est-ce qu'ils se disent au moment où ils ont peur, qu'est-ce qu'ils se disent au moment où ils craignent quelque chose, au moment où ils anticipent un risque. Et justement, il y en a qui vont éviter, il y en a d'autres qui vont essayer de contrôler autrement.
il y a différentes manières de faire. Et sachant que l'évitement, en plus, peut fonctionner. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai peur. Ça marche très bien. Je suis d'accord avec toi parce que prendre sur le versant uniquement de l'évitement, ça voudrait dire que on est dans la situation de refus. Alors c'est ce qui se passe, mais l'anxiété, elle est aussi ce qui permet notre motivation, ce qui permet aussi de faire face à des situations stressantes, ce qui permet de planifier, de réussir, de partir en voyage. Parce que s'il n'y avait pas cette anxiété, donc la mise en œuvre de stratégies d'anticipation, ben resterait immobile, on resterait immobile sur place. Le problème, c'est quand ça devient irrationnel, dysfonctionnel, donc désorganisateur ou alors majeur, inadéquat, inadapté à la situation. C'est ça. Ben, en fait, c'est quand ça fait souffrir la personne pour nous le problème. Nous, c'est vraiment la définition du problème, c'est quand ça fait souffrir quelqu'un. Donc, quelqu'un qui anticipe tout le temps tout et en fait, finalement, n'en souffre pas et dans une situation où, à la limite, moi, je le verrais, je me dirais, oh là là, quelle horreur, sa vie, mais lui n'en souffre pas. Mais pour nous, de notre point de vue non normatif, il n'y a pas de problème, en fait. Tant que la personne ne souffre pas. Toi aussi, la seule chose qui t'intéresse, alors moi je dis souvent à mes élèves, la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est la souffrance. Et toi aussi, la seule chose qui te plaît dans ta vie, c'est les gens qui souffrent. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf quand on va tous les deux au resto. Quand on va au resto, alors là, par contre, non. Nous, ce qu'on aime, c'est plutôt les croquettes belles. Une belle découverte. Grises. Oui, mais c'est la souffrance, c'est-à-dire, et c'est important parce qu'on ne peut pas définir ça permet de s'éloigner des normes générales où on dirait là il y a problème, là il n'y a pas problème. Nous, ce serait plutôt pas par rapport à des histoires normes, mais on est d'accord là-dessus que c'est si la personne dit ça c'est pas ok pour moi, je veux que ça soit différent, c'est là que tout d'un coup on porte notre attention, notre intérêt et qu'on va mettre en œuvre une stratégie pour que ça change. C'est ça. C'est ça. Oui, quelqu'un qui vivrait à la limite des crises de panique, mais les vivrait très bien et sortirait plus de son appartement avec ses crises de panique. Quelque part, si c'est pas un problème pour la personne, nous, enfin, je dis nous, c'est mon modèle, hein, parce que je te laisse te positionner, mais nous, on se dirait, bah voilà, qu'ils vivent comme ça, jusqu'au moment où ce serait trop, ou pour une raison ou une autre, il aurait besoin de sortir et qu'il y ait quelque chose qui fasse que ça devienne une souffrance. Et puis, ça peut ne jamais le devenir aussi. Voilà, il y a des gens qui vivent comme ça. Je suis complètement d'accord avec ça, hein, sur ce positionnement sur la souffrance et la prise en charge. Et en même temps, en disant ça, je me dis c'est très intéressant, c'est que là, la personne, elle vit une expérience, elle met en place des stratégies pour que ça fonctionne et à des moments, ça la fait souffrir. Donc, c'est vraiment la question. Pourquoi jusqu'à un certain seuil, ben, c'est OK, c'est les stratégies qu'elle met en place, c'est OK, on pourrait dire qu'elle se protège, qu'elle se défend, qu'elle traite une situation et pourquoi, à quel moment aussi, ben, ça devient dysfonctionnel ou ça devient cause de souffrance. Ben, c'est le changement de contexte. Pour moi, évidemment, on est dans une vision où c'est le système qui change. Si à un moment donné, le système change, ça devient une cause de souffrance. Si je peux vivre tout seul dans mon appartement, que ça me va très bien, et puis que tout d'un coup, je sais pas, j'apprends que je viens de devenir grand-mère ou grand-père, et que je me dis, mais je verrai jamais cet enfant si je sors pas, je peux commencer à me dire qu'il faudrait que je mette en place quelque chose qui me permette de dépasser mon angoisse, mon anxiété. C'est pour moi un peu la définition du problème, c'est quand on ne s'adapte plus au contexte, en fait, quelque part. Ça, c'est intéressant parce que on voit bien les similitudes et puis la différence. Moi, la question du contexte, évidemment, elle existe et elle est importante, mais le focus central, ce serait la sensation dans le corps. À partir du moment où la sensation, elle n'est plus harmonieuse, confortable, elle est plus tolérable, à ce moment-là, la souffrance émerge. Donc, oui, mais pour moi, la sensation émerge parce qu'il y a un changement de contexte qui fait que la personne n'est plus dans l'homéostasie. Et donc, la sensation, effectivement, par contre, est le signal de la souffrance plus que le contexte. Donc, je te rejoins tout à fait sur le fait que la sensation… Mais la sensation, pour toi, elle vient du fait du contexte. Ouais, du changement, oui.
Alors que pour moi, la sensation, elle vient du fait de la biologie, c'est-à-dire du fait de comment on perçoit, comment c'est perçu et comment se joue pensée, émotion, sensation, pensée, émotion, comment elle circule et hop, ce que ça fait dans le corps. Et le contexte, c'est où ça se vit. Voilà, puis il y a un effet puisqu'il y a une prise en compte, mais la sensation pour moi, elle est première. Hein, on est plus être de sensation si on Mhm. exagère dans le modèle, parce qu'on est être de tout, mais pour moi, on est plus être de sensation que être d'environnement. Bon, pour moi, on est un être en interaction permanente avec l'environnement. Mais effectivement, quand même, on parle beaucoup, et c'est quelque chose qu'on a vraiment ajouté chez Virage, justement, par rapport au modèle Palo Alto d'origine, avec nos interactions avec nous-mêmes. Et donc, effectivement, ça peut quand même naître d'une interaction avec nous-mêmes. Or, quand on entend contexte, c'est vrai qu'on a tendance à entendre le monde extérieur. Et ça peut aussi être une interaction avec nous-mêmes. Et donc là, effectivement, je pense que des sensations peuvent naître sans changement de contexte extérieur, mais parce qu'il y a eu un changement intérieur, une manière de penser, une émotion différente, quelque chose à l'intérieur qui déclenche aussi la souffrance. Marina, il y avait une question sur quel lien tu fais avec la peur. C'est une collègue qui nous dit ça, Sylvie qui dit Marina, vous faites le lien avec la peur et voilà. Et comment lien émotion de la peur? Parce que la personne doit différencier peur et tu dirais quoi, toi? Ben, je dirais que la peur est un peu… je dirais qu'en fait, l'anxiété et l'angoisse sont deux manières différentes de positionner la peur, en fait. Comme tu l'as justement dit, si je comprends ta manière de voir les choses en disant que l'anxiété, c'est dans la tête et l'angoisse, c'est dans le corps. Mais pour moi, c'est quand même la peur qui est primaire à ces deux réponses, en fait, différentes. Ce sont deux réponses différentes pour moi presque à la peur. Mais peut-être que toi, tu dirais ça autrement, Guillaume. Moi, je dirais que la peur, c'est une réaction à l'environnement. C'est une réaction rationnelle adéquate à l'environnement. Peur, moi, je ne le ramènerai pas avec angoisse, anxiété. Ah Peur, oui. je le lirai avec phobie. C'est-à-dire qu'un tigre, souvent je dis un tigre du Bengale débarque là dans mon bureau, n'a pas mangé depuis 3 semaines et ouvre sa bouche. J'ai peur. C'est vraiment thalamus amygdale. C'est la réponse, tu as Oui. la perception des infos, l'amygdale, la réponse émotionnelle, limbique. Ça, c'est la peur. Phobie, ben, on est dans une peur, mais à ce moment-là, elle devient irrationnelle. La personne voit une araignée. Bien sûr qu'on peut se dire potentiellement c'est dangereux, mais ça, c'est les films qu'elle se fait dans la tête. Mais la peur qu'elle a, la réaction corporelle, parce que là, on est plus corporel, émotionnel qu'elle a, elle est inadéquate. Mais je Ah ne, oui. voilà, je lirai pas peur avec angoisse, anxiété a priori. Ah oui, pourtant, quand tu reprends l'histoire du tigre, le tigre qui débarque dans ton bureau, là, ça m'inspire bien. Je me dis que je me dis justement que certains individus pourraient transformer ça en anxiété et donc se prendre la tête avec ça, et d'autres pourraient partir en crise de panique. Certains pourraient partir en anxiété. Ça veut dire, Ben, ça veut dire euh, après, même si, comment ça veut dire projeter là-dessus. oui, oui, le tigre rentre, mais la réaction immédiate, c'est une réaction de peur. C'est la manifestation Oui, corporelle. C'est arc oui, réflexe, oui, c'est la oui. réponse Ça, je suis immédiate. Et ça, imaginons qu'il y ait une vitre devant moi et donc que le tigre ne puisse pas passer. Je pourrais me dire, oui, mais on ne sait jamais si, blablabla, 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 blablabla. voilà, Et là, voilà. on est scénario catastrophe et là, on est On le mode de déclenche. fonctionnement trouble anxieux généralisé. Mm. Alors que l'autre réagirait, mais l'attaque panique, elle est anidéique, donc elle pourrait être à plein de moments, elle ne devrait pas être une réponse à un stimuli. Si c'est une réponse à un stimuli, on est dans la phobie. Oui, on Ça est veut à la dire phobie. que C'est si ça. le tigre arrive et qu'on est protégé et que qu'il y a les vitres, les grillages, tout ça, et que même si le tigre est tranquille, il est dans le zoo, et que la personne, c'est dès qu'elle voit le tigre, ça déclenche une réaction disproportionnée, même si le tigre est sur un écran, par exemple de télévision, alors on est plus dans la phobie.
La phobie avec attaque de panique, alors. Enfin, parce que les symptômes physiologiques que tu décrivais tout à l'heure peuvent être là. Oui, c'est des symptômes qui ressemblent à l'attaque de panique. Mais on dirait que c'est les manifestations somatiques d'un trouble phobique. Oui. Moi, j'y connais moins que toi pour toutes ces définitions-là, puisque je te dis, c'est pas là-dessus que je suis en focus du tout. Et, Donc, ben peut-être allons aussi vers ça. Donc il y a plusieurs choses là. Je te lis les messages de nos. Oui, attends, je vais les ouvrir. Je vais les ouvrir. Ce sera plus On va simple. dire, il y avait l'anxiété découle de scénarios futurs qui font peur. Donc l'anxiété, c'est ces scénarios dans le futur, c'est ces anticipations futures négatives, ça c'est sûr. Céline nous dit être de sensations en interaction avec l'environnement. Bien sûr, un être au monde, ben bien sûr, il y a le monde. Donc Céline, elle doit être aussi un peu systémicienne pour être sensible à l'interaction avec l'environnement. Mais bien sûr, on sépare comme ça, mais Marina, elle pourrait, si elle devait présenter rapidement, elle avait droit jusqu'à 1 ou 2 mots, elle dirait interaction, système ou environnement. Et moi, j'aurais plus envie de dire sensation, pensée ou sensation, mouvement, peut-être plus. Mais évidemment, l'environnement pour moi existe, les cognitions pour moi existent, et pour Marina, les émotions, les sensations, tout ça, Oui. évidemment, existe aussi. La peur est une estimation parfois erronée, parfois exacte du danger. Ben voilà, si c'est ce qu'on disait, Christophe, si c'est erroné, irrationnel, on est dans ce qu'on appellerait la phobie, dans le diagnostic, et si elle est juste, elle est pas adéquate, alors on dirait la peur, voilà. Ah, et Céline est gestaltiste. Ah oui, donc les gestaltistes aussi, ils aiment bien les gens. C'est pas des solitaires de l'intérieur du corps, ils aiment bien aussi l'environnement, voilà. Peut-être, Nadège, tu avais des questions que nos collègues ont posées sur le chat précédemment? Alors, Peut-être à rajouter. oui, sur le groupe de supervision, hein. Alors, pour continuer là-dedans avec le regard de la psychopatho, il y a une personne qui avait noté quel lien entre hypocondrie et troubles anxieux généralisés. Voilà, il y a cette question-là. Et ensuite, ça part plutôt sur comment réguler. Ok, ben ça, peut-être dernière chose sur la psychopatho, puis après on part sur Oui, comment voilà, réguler. c'est ça. Comme Tout ça, à regarde fait. les prises en charge. Et pareil, juste Guillaume, il y en avait un autre dans le chat, hein, c'était Sandy, hein, qui a également noté comment différencier aussi de l'hystérie par rapport à l'angoisse. Hein. Donc, il y a hypocondrie hein, et il y a hystérie. Hein, et après, voilà, si vous voulez ensuite passer sur la régulation. Mais l'hypocondrie, hypocondrie et anxiété, ça a du sens parce que dans l'hypocondrie, on est dans une certitude avec des fois aussi des moments de doute un peu effrayants, aussi un doute obsédant comme quoi on pourrait être atteint d'une maladie. La personne se sent atteinte d'une maladie, donc souvent quelque chose plutôt de somatique. Et donc évidemment, on pourrait dire il y a de l'anxiété parce qu'il y a des pensées, il y a non pas des anticipations de scénarios, mais plutôt une crainte. Donc la personne, la distinction pour moi qui est fondamentale en termes de processus et de mécanisme, c'est que dans l'hypocondrie, elle est présente. Elle est surtout au présent. Elle perçoit quelque chose dans son corps et elle dit ah, je vais avoir ou je suis atteinte de telle pathologie. Dans l'anxiété, c'est s'il y a ça et ça et ça et ça et ça et ça, ça va s'aggraver. Il y aura un problème dans le temps. Et la nosophobie, parce que on est dans les mêmes familles, et la nosophobie, on est plutôt avec des TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Et là, on a des pensées obsédantes, mais qui tournent en boucle, qui font pas des scénarios catastrophes, mais c'est je risque d'être contaminé par les microbes, je risque d'être contaminé par les microbes, je risque d'être contaminé par les microbes, je risque d'être contaminé par les microbes. Donc, il faut que je fasse ce rituel. Alors que dans l'hypocondrie, c'est je vais avoir un cancer, je vais avoir une maladie du foie, une maladie hépatique, et la personne, elle a peur et point. Il n'y a pas l'idée obsédante. Donc, on est un peu, c'est intéressant, on est dans la même famille.
Et dans l'hystérie, c'est encore complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des somatisations, il y a des atteintes vécues par la personne. Elle voit plus, elle sent plus, elle a des douleurs spécifiques. Et pourtant, au niveau neuro et bio, il n'y a rien qui peut être diagnostiqué. Donc, on est dans la même famille. C'est intéressant. Leurs questions, c'est des questions de la même famille. On est dans le rapport pensée-corps-cœur, mais c'est traité différemment. Et donc, ça ouvre sur la question des stratégies. Comment on traiterait angoisse et anxiété selon le modèle systémique et systémique 180 et ta vision spécifique Marina et comment je pourrais le traiter avec une approche solutionniste expérientielle. Il y avait des questions peut-être thérapie, Nadège, dis-nous, comme ça on part des questions de nos collègues. Alors, sur le groupe, il y avait comment réguler l'anxiété dans le cadre d'une phobie scolaire, mais du coup, là, c'est très, très ciblé, mais d'une manière générale, comment réguler l'anxiété et après, ça parle des tâches, des prescriptions de tâches. Ok, dis-nous peut-être les différentes questions et puis comme ça, on les attrape. Ben voilà, je viens de te les dire. Après, il y avait, pareil, comment accompagner l'hypocondrie. Ok. Mais c'est très précis. Comment aider une personne qui subit un tag. Ok. Voilà, ça, c'est les questions qui étaient sur le groupe de supervision. Ok, ben parfait. Donc, on part avec ça. Et puis après, si nos collègues ont d'autres questions, ils le mettent dans le chat. Et Béatrice, notamment, elle disait comment on traite l'un et l'autre. Est-ce que déjà on fait des différences entre l'un et l'autre et comment on traite l'un et l'autre? Donc, moi, je dirais oui, je fais des différences entre l'un et l'autre. Et donc, je ne traiterai pas de façon similaire anxiété et angoisse. Mais peut-être Marina, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu disais que donc les deux sont là. Toi, tu les distingues aussi. Mais tu vas partir avec le modèle 180, les TR du patient. Peut-être, dis-nous des mots là-dessus, c'est intéressant. Alors, oui, nous, on va plus chercher effectivement la manière dont le patient tente de réguler. Donc, on va chercher ce qu'on appelle les TR, comme tu dis, les tentatives de régulation. Donc, comment la personne gère, tant bien que mal, puisqu'en général plutôt mal, si elle vient nous consulter, ces problèmes d'anxiété, d'angoisse, enfin quels qu'ils soient, que ce soit au niveau des sensations physiques, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau émotionnel. En fait, on est dans la même logique. On cherche comment la personne régule et échoue finalement et se retrouve dans un cercle vicieux où ce qu'elle met en place pour réguler, par exemple, elle essaye, je ne sais pas moi, d'éviter de penser ce à quoi elle pense, etc. Et nous, on va lui montrer que plus elle tente d'éviter de penser à quelque chose, plus elle y pense. Et donc, on va l'amener à réagir différemment. Par exemple, à convoquer ses pensées anxiogènes, par exemple. C'est pour prendre un petit exemple, et pas être trop longue, je ne sais pas. Non, vas-y, n'hésite pas, Marina. Et donc effectivement, que si ce sont des sensations, le plus souvent quand en fait, le plus souvent la personne qui ressent des sensations d'angoisse, lutte contre, essaye de ne pas les ressentir. Et donc nous, on va au contraire lui demander de les observer dans un premier temps, et puis on va même lui demander de provoquer ces crises d'angoisse. Et donc à force de provoquer ces crises d'angoisse, nous, on va bien, c'est vraiment important pour nous, on ne va jamais vendre à quelqu'un qui n'aura plus de crise d'angoisse, on va lui vendre le fait qu'on va lui apprendre à les gérer. Et lui dire, si vous voulez ne plus en avoir, il faut aller chez quelqu'un d'autre. Mais chez nous, on va apprendre à gérer les crises d'angoisse autrement. Et en fait, effectivement, ce qui est le pari là derrière, quelque part, c'est qu'une fois que je sais les gérer, une fois que je suis capable de gérer, que je peux les gérer, une fois que je peux les gérer, elles vont beaucoup moins venir, puisque ce qui est anxiogène, c'est justement ce débordement, le fait que je perds le contrôle, le fait que j'arrive pas à gérer, et c'est l'angoisse qui nourrit l'angoisse, quoi. Je sais pas si je suis claire. Il y avait, c'est intéressant parce que Lydia l'a rajouté en disant comment ne pas majorer l'anxiété chez le patient pendant les séances et ses stratégies et mécanismes de défense. Et nous, on la majore, justement. Eh oui. Nous, on va la chercher, on va dire, voilà, vous êtes anxieux là maintenant.
Et si la personne dit non, on va dire, bon, ben, pourtant, vous pourriez mourir. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, on va aller chercher l'anxiété justement pour, en fait, d'abord, parce que c'est intéressant comme posture déjà du thérapeute, c'est de montrer que nous, on n'en a pas peur. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que moins la personne va avoir peur de ces crises d'angoisse ou va avoir peur de ces pensées anxieuses, ben, moins elles vont venir. La plus-value de reconvoquer la crise d'angoisse. Ben, en fait, c'est le fait de j'ai envie de dire, s'y frotter quotidiennement, parce qu'on va leur demander de la convoquer effectivement quotidiennement. Le fait de la convoquer quotidiennement, d'abord, ce qui est intéressant c'est que le plus souvent, la personne se rend compte qu'en fait, en appelant l'angoisse, en appelant la crise de panique, elle vient pas. Donc, c'est déjà une expérience émotionnelle intéressante. Or, nous, c'est notre objectif à travers nos tâches, c'est de leur faire vivre des expériences émotionnelles différentes et intéressantes. Et donc, l'idée, c'est, oui, comme le pire du pire, voilà, qui est plus dans le cas des phobies, parce que c'est dans l'évitement des pensées plutôt. Mais effectivement, quand on fait vivre la crise d'angoisse, on demande à la personne de la convoquer, soit elle va pas la vivre, soit elle va la vivre, et c'est une manière de pouvoir valoriser le fait qu'elle reprend du contrôle dessus. Et puis, du coup, ce qui est intéressant et qui est vraiment notre chemin, c'est que comme elle va revenir le plus souvent en disant, mais j'ai essayé, mais ça vient un peu, mais ça vient pas vraiment quand je la convoque, on va dire, bah alors, ce que je vais vous demander, c'est quand elle vient maintenant la fois prochaine, vous l'augmentez. Vous allez plutôt profiter du moment où elle apparaît pour l'augmenter. Et à ce moment-là, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, ils sont, enfin, pour nous, c'est bien, puisqu'on vise les 180 degrés, ils sont à 180 degrés de la posture qu'ils avaient au départ, qui était de surtout éviter de ressentir ces symptômes-là, les freiner, etc., respirer calmement pour calmer l'angoisse. Au contraire, là, ils vont l'accueillir. Et donc, en l'accueillant, en disant viens, viens, viens à l'angoisse, quelque part, ben, l'angoisse a beaucoup moins de chances de monter. Et si elle monte, c'est de nouveau eux qui ont le contrôle. Donc, c'est ce qu'on appelle une double contrainte thérapeutique. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ils gagnent. Je ne vais pas parler tout le temps, Guillaume. Je te laisse. Non, mais c'est pour laisser finir sur le modèle et c'est intéressant, Marina, parce que ça permet de voir à la fois des points communs quand Natacha dit le pire du pire et tu dis tiens pour les phobies, donc on voit qu'on peut utiliser à des moments des outils similaires, être dans la même filiation de travail du champ des thérapies brèves en tenant en compte l'environnement, mais je l'entends bien, ça veut dire à la fois je comprends complètement pourquoi et comment tu interviens par rapport à ton modèle. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Moi, mon optique, elle est vraiment sensation. Donc, au moment où ça se manifeste, ma question n'est pas d'habitude, il contrôle, il essaie d'éviter. Donc, je vais lui proposer de faire ce que d'habitude il évite pour aller à 180 de ses TR. Ma question, elle est plutôt que quand il fait ça, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'environnement à la base. Et ce qui se passe déclenche une expérience spécifique dans le corps. Et moi, je vais zoomer sur qu'est-ce qui se passe dans la sensation, qu'est-ce qui est dans son corps mobilisé, comment est la sensation spécifique, comment est cet inconfort. Je vais lui demander de décrire quoi ça fait dedans. Et ce quoi ça fait dedans lui permet de tenter, pas nécessairement de mettre des mots, parce que c'est pas ce que je recherche, mais plutôt d'en témoigner par le geste. Et il va me dire, ben, ça a fait comme ça dedans. C'est-à-dire pour aller à l'endroit où est la trace corporelle, sensorie, affective, la trace de la rencontre avec le monde, la rencontre avec les événements, ça fait trace dans le corps. Et c'est cette trace que je souhaite rendre plus fluide, que je souhaite décristalliser, décompacter. Donc, il va me le montrer à travers le mouvement, la plupart du temps, à travers ses apnées. Et c'est là où c'est figé, donc en pathologie, que je vais lui permettre de remettre du mouvement, de revenir dans le flux de la vie, là où il s'est immobilisé. Là, alors, on pourrait le dire de différentes façons. Ça fait aussi TR parce qu'il faisait ça et l'idée, c'est qu'il fasse ça. Donc, je t'entends déjà reprendre ton modèle et me dire, tu es vraiment un systémicien 180, tu veux toujours travailler avec les TR. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je me sens si proche, je trouve que nos modèles sont si proches, avec cette spécificité que pour moi, c'est par la sensation et le geste. Et pas nécessairement
par les cognitions, même si évidemment elles existent. On va en reparler, on reparlera du pire tout à l'heure, on pourra reparler des comportements, mais c'est vraiment comment on peut faire bouger son corps et en faisant bouger son corps, comment on produit des changements. C'est ce qui est, par exemple, dans Mosaïque aussi, dans la thérapie Mosaïque, donc qui est proche de l'EMDR, que donc j'ai co-créé en 2019, qui est très proche de l'EMDR parce qu'on utilise les stimulations bilatérales alternées, donc ces techniques de tapping ou de mouvement oculaire. L'objectif, pour moi, était non pas de retourner dans le trauma et dans ce qui fait souffrance pour désensibiliser, mais plutôt de chercher les traces dans le corps de ce qui était fonctionnel chez la personne et d'activer les circuits neuronaux de ces expériences fonctionnelles, de ces sensations qui étaient vraiment des sensations où il n'y a pas de question, la personne, il n'y a pas la souffrance, elle ne demanderait pas de venir consulter. Et c'est plutôt d'amplifier ça que d'arrêter ce qui fonctionne pas. C'est plutôt une démarche où je ne veux pas bloquer des boucles, mais je veux activer d'autres boucles. Ouais. Ben oui, mais en fait, quand je t'entends, c'est drôle parce que effectivement, je me dis, mais juste quand tu vas explorer la sensation à l'intérieur, ça on fait aussi, parce que c'est une manière d'affronter plutôt que d'essayer de pas ressentir, en fait. Donc, ça, nous, forcément, on va aussi chercher c'est quoi la sensation, c'est comment dedans, etc. Après, effectivement. C'est la porte d'entrée qui est différente parce qu'on est tous, et je pense que là, il y a des collègues gestaltistes, mais il y a des collègues d'autres modèles. Fabienne, tu vois, elle évoque somatic experiencing. Bien sûr qu'il y a des points communs dans le somatic experiencing de Peter Levine avec la TSE, mais il y a encore des spécificités, c'est-à-dire c'est des modèles qui sont très proches. Si on avait choisi, on le fera, un regard croisé avec des modèles très opposés, on verra, alors pas frère ennemi parce que ça aurait aucun sens, mais on verra qu'on n'est vraiment pas dans la même famille. Là, on est dans des familles très proches, mais il y a ces spécificités, et si on tient compte tous, peut-être autour de cette table, on tient compte des pensées, des comportements, des émotions, des sensations, de l'environnement, si on est tous d'accord, et peut-être du transpersonnel, du plus grand que soi, si on est tous d'accord avec ça, la façon de s'y prendre ou les techniques ou peut-être la première porte d'entrée n'est pas la même. Voilà. Moi, ma porte, elle est sensation. Oui. Quoi qu'il en soit, et les gestes à chaque fois. C'est vraiment quoi ça fait dedans. Décrivez-moi ce que ça fait dedans. Montrez-moi avec votre corps. Et Marcella, tout à l'heure, elle disait ce serait un geste à 180. Oui, ça peut être un geste à 180. Mais c'est un geste. C'est le geste qui est central pour moi. Oui, c'est ça. Qui me semble être premier au 180 si on devait distinguer qui est le premier, qui est le second. Oui, non, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'est dans la sensation que tu travailles, là où nous, on va travailler d'une manière plus générale. Ça peut être sur la sensation si la personne est beaucoup dans la sensation, mais ça peut être plus sur je sais pas, les cognitions, enfin en fonction de là où la personne met cette tentative de régulation en fait. Alors que toi, tu vas systématiquement sur la sensation. Et il y a une question qui est intéressante là, qui amène Gaëlle, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Gaëlle, elle dit, les deux modèles créent un mouvement d'aller vers, être contre la réaction instinctive. Pour moi, on est toujours allé vers. On va jamais aller contre. Donc ça, c'est intéressant, c'est que je veux jamais aller contre une expérience ou contre une stratégie du client. Oui, lui, s'il a une stratégie de contre, bah, ça veut dire que si il évite son angoisse, s'il évite, c'est pas pour ça que je le fais aller vers. C'est que pour moi, c'est toujours en allant vers ce qui nous intéresse qu'on trouve ce qu'on veut. C'est pas parce que je veux faire du 180. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. C'est que je ne vais jamais aller contre. Et je sais pas pour toi, Marina, comment c'est. Non, pour moi, ça peut être aller contre, parce que moi, l'objectif de mon modèle, enfin de notre modèle, parce que je n'ai pas inventé ce modèle, mais de ce modèle, c'est effectivement d'aller contre les tentatives de régulation. Pour nous, à partir du moment où les tentatives de régulation s'arrêtent, le problème va s'arrêter, parce que c'est vraiment elles qui nourrissent le problème. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence.
Et donc, maintenant, on va travailler avec aller vers aussi, nous. À certains moments, on va utiliser des tâches comme le comme si, etc., qui sont des tâches qui vont amener vers et qui sont plus, d'ailleurs, tirées des approches solutionnistes. Mais a priori, la logique du modèle, c'est d'aller contre. Donc, j'irai vers autre chose si ça va contre mes TF. C'est exactement ça. Mais c'est intéressant cette question parce que j'avais jamais pensé par rapport à nos modèles ça de cette façon. Mais ça veut dire si on caricaturait ou si on réduisait, on pourrait dire très vite 180. Le modèle 180, c'est aller contre, alors que le modèle TSE, il est aller vers. Alors évidemment, des fois, je vais contre des choses comme toi, tu vas vers des choses évidemment. Mais que si on devait les séparer, les distinguer, il y aurait ce point. Et j'entends aussi que tu disais par rapport aux pensées, là tu as amené par rapport à des pensées, et je sais pas comment tu viens de le formuler. Je sais plus ce que je disais. Okay. Je dis des choses et puis j'oublie aussi vite. Attends, donc qu'est-ce que j'ai dit Non, je vois qu'il y a une question en tout cas pour vous. Je trouve que c'est intéressant pour vous si la personne est tête, vous restez tête. Alors pas forcément, parce que si toutes ces tentatives de régulation sont justement au niveau de la tête, je peux la ramener dans le corps, justement. Donc, je vais vers le corps, mais pour aller contre la tête. Voilà, c'est toujours pour aller contre, pour aller contre les tentatives de régulation. Oui. Voilà. Pour nous, en fait, dans l'index de computation, tu peux te promener dans les différents champs, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les sensations, les comportements, etc. Mais c'est toujours par rapport au contre, ce qui est mis en œuvre au démarrage. Pour nous, c'est cette phrase, le problème, c'est la solution de Václavic qui nous guide, en fait. Et donc, c'est la solution mise en place par la personne qui échoue, en fait, qui fait le problème. Et donc, on va contre cette solution mise en place, donc contre ces fameuses tentatives de régulation qui maintiennent le problème. Alors, c'est intéressant parce que là, on a en systémie, et là, avec le 180, le problème, c'est la solution. Alors que dans l'approche solutionniste et expérientielle, c'est la solution se vit. Le problème, c'est le problème. Le problème, on s'en fout. La solution, c'est ce qui est déjà là présent en nous et qu'on invite à vivre. Et présent en nous, ça veut dire dans le corps. Oui, les ressources. Oui, activons la solution, activons, synonyme pour moi, la solution, la sensation, activons la sensation que l'on souhaite vivre et qui est déjà là. Donc, c'est le problème, c'est son problème. Ouais. Et nous, pour nous, effectivement, le problème, on se dit, si on arrête ces solutions qu'ils mettent en place, ils vont forcément en mettre de meilleures et on leur fait confiance quelque part pour avoir les ressources pour rebondir à partir du moment où ils arrêtent de nourrir le problème de leur tentative de régulation. C'est un peu cette idée. Il y avait aussi des questions, là, je voyais peut-être des outils, peut-être lister des outils qu'on pourrait avoir et peut-être après un cas, je ne sais pas comment on peut évoquer un cas, mais peut-être Marina, tu en as un, on pourra dire quelques mots et puis on réfléchirait comment on interviendrait différemment. Mais des outils, est-ce que tu as des outils, toi, spécifiques sur angoisse, anxiété? Tout à l'heure, tu évoquais le pire du pire, tu l'utilises pas tu vas l'utiliser pour les phobies, toi. Ouais, c'est plus pour les phobies. En fait, c'est vraiment la tâche qui va contre un évitement mental. Hein. C'est pour les gens qui évitent de penser à. Mais maintenant, pour l'anxiété, Pour l'anxiété, on travaille. Pour les personnes qui sont beaucoup avec des questions, qui leur prennent la tête, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle des questions sans réponse. Enfin, d'abord, on va vérifier avec eux s'il existe des réponses à ces questions. Souvent, c'est des questions de prédiction d'avenir, donc il n'y a pas la réponse dans leur tête. Donc, on va donner des tâches qui vont bloquer le fait d'essayer de répondre à ces questions. Donc, accepter la question, parce qu'elle est inévitable, c'est normal de s'inquiéter de comment on va se passer. Mais par contre, essayer d'y répondre et de contrôler ça, c'est pas possible. Donc, on essaie de couper les réponses aux questions qui n'en ont pas. Alors, attends, par rapport à ça, comme ça, on fait des échos. Donc, s'il y avait des questions, la personne, elle se pose comme ça, plein de questions. Sur l'avenir, par exemple. Sur l'avenir. Pour moi, comme ça déclenche une sensation dans le corps, qui est une sensation inconfortable dans le corps, ça fait un resserrement. Ou quand elle se pose des questions, elle se dit oui, mais comment je peux faire et ça,
je vais lui dire quoi il se passe dans votre corps. Elle dit, il fait ça. À la prochaine fois que vous posez ces questions-là et qu'il se fait ça, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un geste qui soit plus comme ça, plutôt que de rester comme ça et en apnée. Si vous êtes en apnée, inspirez droite-gauche des narines. Parce qu'en faisant ce mouvement de narine, à ce moment-là, ça change la sensorialité, ça change la corporéité, ce qui fait qu'après, ça va changer pour moi les pensées. Donc ça, ce serait une piste. L'autre piste qui serait plutôt parce que quand la personne, elle dit comment je peux faire pour mettre en place, où j'achète mon billet, puis quand est-ce que je vais faire ma valise, et etc. Je pourrais rester sur les pensées en rajoutant quelque chose, c'est le grain de sable, pour que ça fasse une sensation différente dans le corps. C'est-à-dire qu'elle dit à quel moment je dois faire ma valise. Les cerises Bigarreau sont vraiment très rouges et sucrées. Elle doit rajouter à chaque fois cet élément qui fait que, en même temps, c'est vrai, les cerises Bigarreau, oui, c'est tout à fait. Elles sont délicieuses, elles sont délicieuses. Et comme c'est délicieux, ça va changer, ça va déclencher au niveau physiologique parce elle vient de rajouter ça, ça va faire grain de sable, ça va faire rupture dans ce mouvement réflexif et ça fait de la sensation, ça va faire déglutir, donc ça va jouer au niveau de la corporéité et donc la pensée, elle a plus la même texture. Oui, effectivement, et c'est vrai que nous, on va plus travailler sur leur faire finalement comprendre un processus cognitif pour pas qu'ils retombent dedans et qu'ils puissent à chaque fois apprendre à couper. Et voilà. Et alors, on va leur faire concrètement, par exemple, noter la question dans un carnet, se dire est-ce qu'il y a une réponse à cette question, jusqu'au moment où ils ont plus besoin du carnet et quand ils repèrent la question dans leur tête, ils se disent bah, il n'y a pas de réponse. Et souvent, moi, j'essaie de les aider à construire une phrase qui peut répondre, par exemple, on verra bien si. Attends, j'ai un problème. Non, ça va, je vais voir, c'est ma batterie. On verra bien, par exemple, si la question. Attends, je vais gérer ma batterie et puis je vais. Ouais. Oui, voilà. La question, j'essaie de trouver une réponse en fait qui peut aller pour toutes les questions et qui puisse se répéter cette réponse-là et qu'à un moment donné, ça devienne logique de se dire, on verra bien quand ils ont une question qui porte sur l'avenir et que de toute façon, ils savent pas. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est que. Donc, tu rajoutes, là, le grain de sable, il n'est pas corporel. Toi, le grain de sable, là, tu fais un rajout à la question, mais plus global, on verra bien. Oui, une réponse en fait à la question qui n'en a pas. Une réponse à la question. Tu amènes une réponse à la question. Là où une réponse différente de je cherche une réponse dans ma tête alors qu'en fait je ne sais pas du tout si voilà, je sais pas si je vais pas avoir une panne sur l'autoroute en partant en vacances. Je ne peux pas le savoir à l'avance. Et donc quand la personne se prend la tête avec ça en se disant et s'il arrive ça et puis peut-être ça et puis peut-être ça, l'idée ça va être de couper. En fait, de dire c'est normal de vous poser ces questions-là, c'est normal, vous partez, il y a des inconnus qui sont là, mais malheureusement, il va falloir vivre avec ces inconnus-là, quoi. Ok. Et donc, on revient à la même chose. Ça veut dire que si j'attrapais, moi, je veux déclencher de la sensation dans le corps. Ça veut dire que s'il dit, je risque d'avoir une panne bagna, c'est quand même plus sympathique. D'avoir une panne bagna, ça déclenche une sensation dans le corps qui n'est pas la même chose que là où il laissait sa question en suspens. Est-ce que je vais avoir une panne? 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 Il y a un endroit vide et dans cet endroit vide, moi, j'ai envie de rajouter un élément pour déclencher cette sensation où ça fait peut-être expérience de confusion, de vacillement. Quand Clémentine elle disait tiens, est-ce qu'il y a des outils ludiques? Par rapport aux pensées aussi, je voudrais passer par le corps, alors je ferai par exemple une boîte à soucis, une boîte à panne. Là où il dit voilà, ben, la panne, etc. Ben, de construire une boîte comme une boîte de Kleenex, là où il y a la petite fente et tout ça, là où comme une tirelire. Et chaque fois qu'il y a ces pensées qui viennent, je rajoute dedans et je dois en mettre beaucoup dans la journée et chercher à jouer avec la tirelire et peut-être le petit objet, je ne sais pas si ce serait un petit cochon, si c'est, je ne sais pas, quelle serait cette tirelire à tous les soucis, toutes les idées, parce que je les mets dans la boîte, pas pour une optique de les enfermer, que ça vienne plus,
mais pour voir qu'on a une richesse de petits papiers. Et ces petits papiers, après, je vais pas les jeter pour en libérer. Toujours, je veux en faire quelque chose. Ça veut dire que les petits papiers qui sont dans la boîte où la personne a mis ses soucis, d'abord, elle a beaucoup de soucis, donc elle a une richesse de soucis, elle a une tirelire riche de soucis. Et ces soucis, je voudrais en faire œuvre d'art et peut-être faire œuvre d'art concrète, c'est-à-dire faire un collier. Ça, j'ai jamais pensé à offrir ça à ma mère, tiens. Je lui faisais des colliers de perles quand j'étais petit, mais je pourrais lui faire une collier de soucis, ça serait pas mal. Marina, je lui dirais que c'est toi qui as proposé ça. Et donc, non, parce que moi, justement, je les jette, justement, j'étais en train de me dire. Mais vas-y, je te laisse terminer après. Alors que moi, j'aimerais en faire un collier pour que la personne, elle, de ses petits soucis dont elle est très riche, parce qu'elle en a quand même beaucoup, et ben, je veux pas virer. Et je voudrais les garder, j'en fais un collier comme quelque chose qu'on peut offrir et que la personne pourrait porter à des moments, s'amuser à porter, mettre peut-être dans sa voiture comme on met au-dessus du… Voilà. Ah oui, c'est drôle parce que, tu vois, ça me fait penser à une tâche que moi j'ai déjà donnée, on parlait d'enfants, ça ne m'est pas venu spontanément, mais moi j'ai déjà donné à des enfants et à des ados d'écrire ces questions sur des papiers, en faire un avion et les lancer dans la poubelle. Et s'il rate la poubelle, il recommence, etc. Et puis jusqu'au moment où ça devient, j'ai plus besoin d'écrire vraiment en fait. Je vois la question, je la mets sur l'avion et je la balance dans la poubelle dans ma tête en fait. Ça j'ai déjà donné. J'ai déjà aussi proposé d'écrire sur du papier de toilette et puis d'utiliser et de le balancer à la toilette. Donc, mais c'est très intéressant parce que dans les tâches là que tu indiques, on voit vraiment avec le modèle du 180, c'est-à-dire que tu veux les virer ou dans la poubelle ou dans les toilettes. Moi, c'est bien que tu donnes aussi ces exemples parce que moi, je me dis, tu vois, je pourrais faire cet avion, ça me plaît, mais parce que les pensées volent, mais je voudrais faire une collection d'avions dans la salle parce que peut-être avec tous ces avions, il dit, je suis riche de tous ces avions et après, il en fait ce qu'il en veut. Ça m'est égal. Je n'ai pas cette idée qu'il faut les virer. Sinon, j'ai l'impression qu'en les virant, je vais du côté de ce que lui aimerait faire, cette stratégie-là, qu'il ne les veut pas, ses pensées. Ses pensées, pourtant, elles sont là et c'est de la chance. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je pourrais alors faire ça si la personne est en train d'éviter d'y penser. Là, moi, je t'ai parlé de personnes qui essayent de répondre aux questions, qui sondent, qui plongent dans leurs pensées. Si elles plongent dedans, je vais les envoyer à la poubelle. Maintenant, c'est sûr que si la personne, et ça arrive souvent, ne veut pas penser à son ex, ne veut pas penser, alors on va plutôt le faire convoquer les pensées. Et là, je ne vais pas les faire mettre à la poubelle parce qu'au contraire, je veux dire, c'est important. Ces pensées, elles sont là, elles ont du sens. Et donc, moi, ça va toujours dépendre de la stratégie de réaction, enfin, de la réaction de la personne. Et donc, je te rejoins tout à fait. Alors, je pourrais faire, je l'ai jamais fait, mais je trouve pourquoi pas, un collier avec les pensées. Ce serait plus dans le sens si quelqu'un chasse alors les pensées. S'il les chasse, gardez-les, parce que c'est le 80. C'est ça, c'est ça. S'il plonge dedans, ben sortez. Et c'est ça. C'est super qu'on ait cet échange parce que moi, je me dis, quand tu as dit s'il plonge dedans, j'ai jamais fait ça à la personne, mais quand tu m'as dit s'il plonge dedans, alors j'aurais envie de convoquer la sensation et de lui dire, OK, à chaque fois qu'il y a une pensée, si on garde, marquez-le sur un petit bout de papier, vous le mettez, vous remplissez une bassine ou un lavabo d'eau et vous mettez votre tête dedans pour lire la pensée parce que ça va faire fraîcheur sur le visage et tu vois, j'aurais envie de jouer avec ça. Mais c'est super de t'entendre et qu'on ait des exemples comme ça rapides et c'est ce que je veux qu'on vive dans le séminaire là que c'est bien parti là qu'on va mettre en place tous les deux autour d'un regard croisé avec des thérapeutes autour des cas cliniques. Ben c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on confronte, que ça donne des idées à nos collègues de comment on peut faire, qu'il n'y a pas un meilleur modèle, mais qu'on voit à chaque fois, ça questionne qu'est-ce qu'on a envie de mettre en mouvement. Et toi, j'entends clairement et je me dis, bah, pourquoi pas pour certains de mes patients, je pourrais utiliser le 180 parce que c'est ça leur modèle pertinent. Et comment à d'autres moments, non, c'est pas ça le modèle pertinent ou moi, je suis plus à l'aise avec la TSE et donc j'aurais plus envie d'aller dans la sensation parce que je crois plutôt que c'est à cet endroit-là que c'est juste de travailler.
Oui, mais nous, on va à un certain moment d'ailleurs dans la sensation. Hein, je pense que d'ailleurs, c'est une influence que tu as eue sur moi et puis sur l'équipe parce que du coup, effectivement, aller jouer avec les sensations et faire des 180 degrés sensationnels, euh, ça, ça fait bouger les choses, ça c'est clair. Et donc, je pense que effectivement, comme tu dis, les deux modèles sont pertinents et puis ils se croisent et s'entrecroisent comme ça. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est Dans le les, cas de le dire pour des regards croisés. Pardon. je pensais aussi peut-être pour donner d'autres idées à nos collègues, mais alors presque je pourrais là maintenant imaginer la logique de ce que aussi peut-être tu diras. Euh, Moi, je leur fais faire pour des patients qui sont avec ces pensées sur le futur et qui sont douloureuses, je veux les ramener à des activités plaisantes, des activités corporelles plaisantes, mais je veux pas les amener à du corporel plaisant par rapport aux pensées douloureuses. C'est vraiment pour mobiliser du fluide et du plaisir dans le corps, mais pas pour lutter, pas pour les empêcher de penser. Je ne veux pas les occuper fort dans leur corps pour que leur tête ne soit pas là. Je veux qu'ils aillent dans le corps parce que s'ils sont dans le corps et que c'est bon dans le corps, alors on pense pas. Parce que c'est le cas. Ça veut dire que quand je vais manger des desserts avec toi, je pense plus à ce moment-là. Je déguste les bons desserts. Je vais dans ce bon, merveilleux restaurant où on est allé avec l'arbre de toutes les couleurs, là, improbable, la dernière fois. Et là, dans ce repas, je pensais plus. Je vivais le plaisir de la sensation. Mais je veux pas lutter contre son mécanisme de pensée. En fait, oui, c'est ça. Moi, ça va dépendre vraiment de comment il réagit. Le faire passer à l'action et dans des expériences plaisantes peut être une solution pour autant que je ne sois pas chez quelqu'un qui est dans l'évitement parce que sinon, je risque de renforcer l'évitement dans mon approche. Donc, Ça veut dire effectivement. que si la personne, par exemple, si la personne ne se fait pas de compliments, s'il est tout le temps en train de se critiquer, Ouais, je pourrais lui faire des compliments. tu pourrais lui faire faire des compliments. Mais sauf si elle essaye déjà, quand les critiques viennent, de se faire des compliments. En fait, c'est intéressant parce que je suis en train de me dire, Guillaume, c'est la première fois que je me dis ça, que nous, en fait, si la personne n'est pas dans la recherche de solutions, on va utiliser l'approche solutionniste. Mais si elle est déjà elle-même là-dedans, on va surtout pas l'utiliser. Oui, c'est contre. Je crois que là, le C'est constat, il est contre. Vous voulez toujours aller contre. Vous êtes des contristes. Voilà. C'est ça. Je suis née en mai 68. Hein. Ah, Tu c'est vois? ça. Ah oui, alors que moi, je suis né en 85 et en 85, il n'y avait pas ça. C'est ça. Et donc, c'est très intéressant parce que dans ces stratégies, moi, j'aurais plus envie de faire par rapport aux outils que disaient nos collègues, à chaque fois essayer de créer des routines nouvelles, des routines plaisantes, des routines de sensations dans le corps, plutôt que de m'occuper de ses pensées. Les pensées qu'il a, je ne m'y intéresse pas trop, je ne vais ni aller contre, ni aller vers, je ne touche pas le problème puisque le problème est le problème et que c'est son problème. Et que ce que j'ai envie, c'est plutôt de créer, de l'aider plus que de créer, parce que ça c'est solutionniste, mais dans l'approche solutionniste expérientielle, c'est même plus de créer la vie qu'il veut, c'est de vivre la vie qu'il veut. Et de vivre la vie qu'il veut, c'est que là où les pensées, ça c'est ses pensées qui tournent, ben c'est son problème. Et que dans son corps, ça fait ça. Et moi, je lui dis, est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Il me dit, non, je voudrais vivre ça. Et dans ce cas, en prescription de tâches, je me débrouille avec un journal de bord, un carnet de gratitude, avec des pratiques corporelles, peut-être qu'il fait déjà avec du tai chi ou du yoga, avec des pratiques respiratoires, avec des activités, des hobbies. Ce que je veux, c'est de rétablir ce mouvement-là. C'est vraiment toujours rester dans cette fenêtre de tolérance là, quand on parle du système polyvagal, je veux rester dans cette fenêtre, dans le centre de la fenêtre de tolérance, et que
pathologie pour moi, c'est quand il sort par le haut, il part dans l'orthosympathique ou quand il va dans le parasympathique. Moi, je veux cette fenêtre où les mouvements sont fluides, où ça danse, où ça joue. Et ce que je lui propose, c'est de danser, de jouer, plutôt que de ne pas faire ou de travailler quelque chose pour qu'enfin un jour, il puisse avoir le résultat de la danse ou du jeu. C'est alors on joue, alors on danse. Voilà, Alors, on maintenant, danse. alors on danse. C'est très belge, alors on danse. Ben oui, c'est bon ça, je te fais un petit Une clin belle d'œil. référence. Non, mais je signe pour la danse, hein, moi, mais voilà, j'utilise la danse aussi à certains moments, mais je pense qu'il y a des moments où la personne, elle essaye déjà de danser toute seule et que c'est mieux de la faire arrêter de danser pour qu'elle puisse de nouveau danser. C'est le Est-ce que paradoxe. il y a vraiment cette idée du contre et je l'entends et donc il y a une autre Belge. Toi, tu n'es pas d'accord avec cette autre Belge là, cette autre Belge de, je sais plus comment elle s'appelle, où elle dit ben quand c'est non, c'est non. Oui, Comment elle s'appelle la blonde là? Qui fait quand c'est- Angèle, Angèle, quand c'est non, c'est non. Toi, quand c'est non, c'est oui. c'est ça. Et quand c'est oui, ben c'est non. Mais Hein? voilà, c'est ça. Exact, Euh, exact. Eric, il nous dit, il y a de l'ADN commun à vous deux. Ça fait Mario, mais Mario Mouchard. Oui, belle danse. Ok. Joli. Je retiens changer la corporéité, ça change les pensées. Oui, ça, c'est les cerises Bigaro. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on s'approche de la fin de notre timing. Est-ce qu'il y a. Guillaume, juste, Oui. est-ce que vous pouvez évoquer un peu l'angoisse et l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent? Est-ce qu'il y a des différences majeures par rapport à l'adulte? Voilà, c'était une question qui était reprise un peu plus haut dans le chat. Et voilà, est-ce que vous pouvez un peu évoquer par rapport à l'enfant, l'adolescent et quelles sont les solutions que vous mettriez en place par rapport à ça? Au niveau psychopatho, chez l'enfant et l'adulte, il n'y a pas de différence. Angoisse, anxiété, on dirait la même chose. Mais je dirais qu'une grosse différence, angoisse, anxiété chez l'enfant, ben, c'est qu'il y a les parents et que l'enfant, il est jeune et qu'il y a l'environnement familial. Ah, Donc, le système, on y revient. Hein. en avant, je te passe la parole et après, je te dirai comment je le travaille et sûrement différemment. Vas-y. Bah, moi, je travaille avec les parents, en fait. J'allais dire juste la grosse différence, c'est que pour les enfants, je travaille principalement avec les parents. C'est en dessous de 12 ans, c'est presque rare que je vois des enfants. Alors, ça arrive, hein, je ne vais pas dire que c'est jamais, mais si je peux travailler avec les parents, ne pas amener l'enfant chez un psy, ce qui est encore une angoisse, enfin, qui peut être anxiogène en plus, je vais essayer de travailler vraiment avec les parents. Donc, avec l'approche systémique, évidemment, on pense que si on travaille avec un élément du système, on peut faire bouger tout le système. Et les parents sont quand même très bien placés, sont dans le quotidien de leur enfant. Comme je leur dis souvent, voilà, vous allez être je vais vous coacher pour que vous soyez les co-thérapeutes, mes co-thérapeutes et thérapeutes de votre enfant. Et donc, je les fais, eux, se positionner autrement pour permettre à l'enfant de gérer autrement, en fait, ces moments d'anxiété ou d'angoisse en fonction de comment les parents réagissent. Donc, je vais principalement travailler comme ça avec les ados. Par contre, je travaille avec les ados, ça s'approche des adultes, même si j'adapte les tâches de manière. Et donc, le 180, le travail avec les TR, le 180 que tu vas faire, tu le fais faire aux parents ou tu leur Oui. demandes aux parents Voilà. si la mère est très inquiète ou si la mère essaye de rassurer, tu vas jouer de l'inquiétude. C'est ça, exactement, exactement. Et par rapport à ce que tu disais, je suis complètement OK sur le dispositif, c'est-à-dire la nécessité de travailler avec les parents. Donc ça, je vais pas reprendre, je suis complètement OK avec toi. Et de fait, ça me fait prendre conscience aussi que moi, mon travail, il va être de faire comment les parents, ils vont réguler la sensorialité chez l'enfant, et notamment avec la technique de la thérapie mosaïque. C'est-à-dire que les SBA, je demande aux parents de faire les SBA sur eux tout d'abord, par rapport à la sensation évoquée, puis je leur demande de faire les SBA sur l'enfant, où je vais demander aux parents d'activer, de mobiliser le geste, la corporéité de l'enfant, afin que ça vienne faire régulation, que l'enfant vive ce qu'il a envie de vivre. Mais je demande que le parent soit comme je sais pas, l'activateur, le metteur en scène, le scénographe de l'expérience corporelle de son enfant.
Hein, donc, mais toujours pareil, parce que c'est le chouette que les parents mobilisent le corps ou aident les enfants à mobiliser leur corps et leurs sensations. Et puis, il y avait Céline qui posait une question qui disait l'angoisse. Dans l'angoisse, il y a une dimension existentielle. Pour moi, dans l'angoisse, il y a fondamentalement une dimension existentielle. Hein. Pour moi, la TSE, elle est très marquée par le courant humaniste et le courant existentiel en particulier et expérientiel avec Jandling, tout ça. Donc, le corps, la sensation, et puis Irving Yalom, la question du spirituel, du plus grand que soi. Donc, l'angoisse, c'est vraiment l'angoisse d'être un être au monde. Et après, anxiété, c'est un symptôme, disait Céline. Moi, l'anxiété, c'est pas un symptôme, c'est une compétence. Les gens anxieux sont les seuls qui sont capables d'anticiper aussi bien le pourri. Voilà. Et c'est une force d'anticiper le pourri, parce que si on anticipe le pourri, on peut se prémunir que ça se passe mal et vraiment se faire vivre du désagréable. Et il y a quelque chose de bon à se faire des pensées pourries avant de manger un éclair au chocolat, parce que plus on pense pourri avant de manger un éclair, ben il y a des gens après qui disent bon, moi c'est délicieux ensuite. Mais c'est pas ton cas, toi, Marina. Toi, tu vas ça, toi, avec ta tendance 6, avec notre tendance 6 en énéagramme, nous, on n'a pas besoin d'en souffrir avant de manger l'éclair. On le mange, point. C'est ça, exactement. On approche de la fin, ça y est, de 7h15 passées ensemble. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre échange, votre discussion, votre complicité. C'était vraiment très riche. Alors moi, Marina, je suis résolument TSE depuis un petit moment. Et pour autant, j'ai pas mal aussi de systémie en moi, hein, puisque de la même manière que toi, j'aime travailler avec les parents et pas avec l'enfant, surtout sur les bas âges. Et je trouve ça super intéressant de voir à quel point on est encore similaires. Hein. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse faire une petite conclusion. Un petit mot, Marina, vas-y. Les cerises Bigaro, je m'en réjouis, on y est presque. Non, voilà, un petit mot, merci de m'avoir accueilli. Je trouvais ça vraiment super chouette comme moment. Et j'espère qu'on pourra le prolonger, Guillaume, puisque c'était un peu le projet chez toi alors, ou chez moi, hein, pourquoi pas aussi. On pourra en faire plusieurs. Et donc, ce sera vraiment avec grand plaisir. Voilà. Ouais, c'est l'idée. Et avec peu d'anxiété. Ah, voilà, c'est ça, avec beaucoup de joie. Toi, c'est peu d'anxiété. Moi, c'est beaucoup de joie. J'ai dit avec grand plaisir avant de dire peu d'anxiété. Ah oui, c'est bien, avec grand plaisir. Alors oui, l'idée, c'est merci d'abord. Merci Marina d'être là. Merci à vos questions, d'être présent. Et avec Marina, on vous le dit d'ores et déjà, avec Marina, et on va l'annoncer sur les réseaux, on va faire un moment de travail de 2 jours sur ce regard croisé. Et donc, pour des professionnels du soin et de l'accompagnement, uniquement des gens qui ont déjà commencé à travailler, à exercer. Et l'idée, c'est de travailler à partir de vos cas cliniques, que vous jouiez vos patients. Et Marina, elle conduit la séance avec vous qui jouez votre patient. Moi, je suis dans une salle à côté. Je vois pas ce qui se passe. J'ai même pas de miroir sans teint. Je fais pas le voyeur, le systémique voyeur de côté. Et ensuite, Marina sort. Je rentre, on refait exactement la même séance, c'est-à-dire on reprend le même client et je le regarde et je le joue avec ma vision et après on confronte et toute une séquence comme ça de jeu avec regard de Marina, mon regard, comme ça on croise, on réfléchit à partir ensemble à plusieurs voies sur vos cas cliniques, peut-être des prescriptions de tâches, pourquoi on ferait une, pourquoi on ferait l'autre ou pourquoi on en ferait une troisième encore. L'idée c'est de passer 2-3 journées avec vous dans cette masterclass sur travailler sur ça. Donc on le fera connaître sur les réseaux sociaux et ce sera très joyeux parce que à chaque fois qu'on bosse avec Marina, vous avez dû percevoir, il y a beaucoup d'enthousiasme et puis après les temps d'après aussi sont très joyeux. Donc on pourra partager ça avec vous. Donc, merci de votre présence. Merci Marina. Merci Nadège encore merci, Nadège. pour toute l'organisation.
Et puis à très vite. Belle semaine à vous, là, qui démarre. Voilà, joyeusement. À très Merci à bientôt. tous. Au revoir.